BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins de ce monde qui se construit, les contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos, donc chaque vendredi. Et nos NFT, rien qu'à nous, cette semaine, nos talents non fongibles, ils sont là, ils nous rejoignent en plateau. Thibaut Boutroux, comme très régulièrement pour Meria. Bienvenue Thibaut sur le plateau de BFM Business. Et Valentin Demey, tiens, qui nous accompagne aussi cette semaine. Valentin pour Cube 3 et qui va nous aider lui aussi à défricher les actualités de cette semaine extrêmement riche dans le monde crypto comme dans le monde de la finance traditionnelle. D'ailleurs, alors on va parcourir l'ensemble de ces actualités dans un instant, mais d'abord mesurer ce que les cryptos ont dans le ventre, leur potentiel technique. C'est Gilles Santacreux qui nous accompagne pour boursicoté.com. Bonjour Gilles. Bonjour. Cette semaine a été assez incroyable sur cette question, la guerre commerciale. On va peut-être maintenant vers une guerre d'échange et des devises d'ailleurs. Les marchés traditionnels ont connu une volatilité record. Comment ça s'est traduit sur les cryptos ? Quel potentiel leur trouvez-vous dans ce contexte international très agité ? Thibaut. Gilles. Alors, au niveau des crypto-monnaies et du Bitcoin notamment, pour la plus connue, ce que l'on a observé, c'est une certaine résilience par rapport notamment au Nasdaq, auquel on le compare souvent lié à sa corrélation. On est resté relativement sage. On avait un niveau à surveiller autour de 72-74 000 $ pour un Bitcoin, qui représentait les anciens records de l'année dernière. Et au final, on est à peine venu tester cette zone au moment où il y avait le plus de stress et on est rapidement remonté. On est là actuellement aux alentours des 82 000 $ pour un Bitcoin. Alors, on est aussi un petit peu aidé par la baisse du dollar qui baisse fortement là, ces derniers jours, même si on notera que lorsqu'il y a eu les records au niveau du Bitcoin, on était sur un dollar index qui était aux alentours des 108, là on est autour de 100. Globalement, on a eu une bonne tenue, c'est plutôt une bonne surprise parce que sur toute la phase de stress qui a fait baisser les indices américains, on s'attendait à ce que les crypto-monnaies baissent beaucoup plus et en fait on est resté relativement bien, c'est-à-dire c'est assez résilient sur l'ensemble des crypto-monnaies. D'un point de vue moyen terme, on en a deux qui sortent un petit peu du lot, qui sont nettement au-dessus de leur point bas qu'elles avaient connu au mois d'août de l'année dernière, le fameux creux de l'année d'août 2024, c'est Bitcoin et Ripple. Par contre, on en a d'autres qui amplifient un petit peu la baisse et on notera notamment Ethereum qui est toujours sur un biais relativement baissier et assez puissant. Donc je dirais que c'est assez hétéroclite, mais globalement, la bonne surprise, c'est, je dirais, plutôt la bonne tenue par rapport aux phases de stress que nous avons eues sur les indices, et notamment sur les indices américains, bien entendu, liés aux multiples déclarations de Donald Trump. Et effectivement, et les ripostes chinoises, la Chine qui aujourd'hui relève les droits de douane sur les États-Unis, passant de 84 à 125%, voilà, et la Chine qui explique qu'elle n'ira pas au-delà sur le terrain des droits de douane. Sur le terrain des droits de douane, ça veut dire qu'elle se réserve la possibilité d'aller jouer sur d'autres champs de bataille, et pourquoi pas celui de devises, voire de la dette américaine, dont la Chine est l'un des premiers créanciers. Alors justement, merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagnés. Gilles Santacreux pour boursicoté.com. Quel avenir en cas de guerre des devises ? Quel avenir pour les cryptos ? C'est une question qu'on va se poser dans ce nouveau numéro des pros des cryptos. Il y a cette guerre commerciale, mais aussi une possible guerre des devises qui arrive. Dans ce cas, quelle place aurait le Bitcoin au cœur d'une guerre des devises ? Nos pros vont répondre. On parlera aussi de la Paris Blockchain Week qui a lieu cette semaine, qui a eu lieu. On regardera si l'institutionnalisation est prête à accélérer ou si ce qui se passe dans le monde de la finance traditionnelle risque de freiner les ardeurs. Et puis ici en France, justement, des annonces cette semaine pour soutenir l'écosystème. On vous les livrera. Alors qu'aux États-Unis, la justice va peut-être perdre son département, le département de la justice va peut-être perdre en fait son cabinet dédié aux cryptos. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de poursuites judiciaires vis-à-vis des acteurs cryptos ? On regardera. Est-ce qu'il y aura moins d'enquêtes aussi désormais aux États-Unis ? C'est votre machine à concentrer l'essentiel, les pros des cryptos pour une grosse vingtaine de minutes. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec cette semaine, donc, Thibaut Boutroux pour Meria. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Ravi de vous retrouver. Et je crois que c'est un bisutage aujourd'hui. C'est la première fois qu'il nous accompagne dans les pros des cryptos. Valentin Demey. Ça fait très longtemps. Bonjour Guillaume. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, Valentin. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Cube 3, donc, vous venez d'Angers, vous nous rendez visite ici à Paris. Ça va le choc ? Ça va. Bon, on va parcourir l'ensemble des actus de cette semaine parce que c'est vrai, ces différentes actualités géopolitiques, macroéconomiques ont fait l'effet d'un choc sur les marchés financiers traditionnels. On va voir ce qu'il en est
est sur les cryptos. Juste avant, tiens, Valentin, vous nous apportez des chiffres de nouveaux chiffres tout frais sur l'adoption des cryptos en France et en Europe. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que l'adoption accélère? Non, l'adoption n'accélère pas particulièrement en France. Elle stagne, si on veut être très précis, même elle recule un petit peu. Mais bon, on va se réfugier derrière le fait que c'est la marge d'erreur de l'Ipsos. On est à 1,7 points en dessous de l'année dernière, donc on était à peu près à 12, on est redescendu à 10, comme les chiffres de 2023. Donc ça stagne en ce qui concerne les détenteurs d'actifs numériques, là où autour de nous en Europe ça augmente. Cela étant, ce qui augmente énormément, c'est que la notoriété des actifs numériques, de Bitcoin en tête, explose. On est à plus de 92-93% des Français qui connaissent que c'est Bitcoin, à quoi ça sert et les crypto-monnaies. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et aussi la part d'attentionnistes qui bascule en volonté d'investir dans la classe d'actifs des crypto-monnaies dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années aussi augmente. On est à plus de la moitié des sondés. Donc c'est 2000 sondés, hein, c'est notre baromètre annuel qui existe depuis 4 ans. Sur plus de 2000 sondés, plus de la moitié souhaitent investir dans les prochaines années sur cette classe d'actifs. Donc c'est plutôt encourageant, mais voilà, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas d'explosion des cours et donc pas d'explosion forcément de l'adoption. Là, tout de suite, le sondage a eu lieu en janvier, les cours étaient plus hauts qu'aujourd'hui. Mais ouais, il n'y a pas d'adoption énorme. Ça monte jusqu'à quand même 19% dans des pays autour de nous sur l'Europe. Ah oui. Donc ouais, on est un petit peu en retard. C'est quoi les pays les plus en avance en Europe en matière d'adoption crypto? On est un peu à la bourre apparemment. Ouais, on est un peu à la bourre. Je sais qu'il y en a pas mal côté anglais, il y en a pas mal. Je vais vérifier les chiffres dans quelques secondes, mais ouais, ça va de 17 à 19 et nous on est donc à 10%. Et donc en France, 92, 93 à peu près % des sondés connaissent les cryptos. Qui sont les 7-8% qui les connaissent pas? C'est les bébés. Vous avez fait le sondage aussi auprès des bébés. Ça inclut les bébés qui connaissent pas encore Bitcoin. Ça inclut que les gens de plus de 18 ans. Donc non, il n'y a pas les bébés, mais bon, en tout cas oui, c'est quand même une augmentation de 10 points par rapport à l'année dernière qu'on prête probablement à la pub faite par l'administration Trump, les réserves stratégiques en Bitcoin autour du monde. Donc voilà, mais c'est quand même une forte augmentation en un an, c'est 10 points de plus. Oui, tout à fait. Donc de plus en plus de gens connaissent les cryptos, mais en revanche, la part des cryptos dans les patrimoines tend à un tout petit peu baisser. C'est un truc que vous constatez aussi chez Merial en tant que plateforme justement d'investissement, Thibaut? Pas forcément. Une grosse accélération m'aurait surpris pour le coup. Une baisse me surprend un petit peu aussi, mais globalement, oui, la stagnation, on est dans ces ordres de grandeur. Avec la marge d'erreur, on doit être dans ces ordres-là. Par contre, effectivement, on voit quand même que la curiosité, elle grandit. Et effectivement, c'est compliqué d'être passé à côté des cryptos, je pense, en 2024. La semaine aura été marquée par donc le déclenchement en grand de la guerre commerciale, l'émergence d'un risque de guerre d'échange. Le yuan a atteint un plus bas de 17 ans cette semaine face au dollar. Et le dollar, aujourd'hui, ce vendredi, est un plus bas de 3 ans face à l'euro. Ça bouge extrêmement vite. On a vu les impacts sur la finance traditionnelle, Thibaut. Quels ont été les impacts aussi dans le monde crypto? Les impacts directs sur les cours, hein. On a vu une correction en début de semaine, puis un rebond assez immédiat et assez fort. On parlait de résilience avec Gilles en préambule. C'est un petit peu le mot d'ordre quand même. On s'attendait à ce que les cryptos soient un petit peu plus impactés que ça. Et finalement, pas tant. Ça a bien rebondi. Donc ça montre qu'il y a toujours une demande qui murmure en coulisses. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, quelle leçon on va tirer de ça et comment on va lire ça sur du plus long terme? C'est là où c'est un petit peu plus délicat. À court terme, on navigue un petit peu dans le flou. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est que encore de la volatilité à court terme d'envergure. Ça c'est assez certain. On a une administration Trump qui nous confirme qu'elle peut avoir des gros impacts sur les marchés et qu'elle peut aussi être changeante dans ses décisions. Donc prudence à court terme sur le marché crypto, c'est surtout ça la leçon à retenir. Mais on reste sur des bonnes convictions à moyen long terme. Donc plutôt vers un moitié plein, plutôt une résilience du marché crypto là dans ces tout derniers jours. C'est ce que juge aussi Bernstein, qui juge impressionnante, ce sont les termes de Bernstein, impressionnante la résilience du Bitcoin. Valentin? Oui, je suis d'accord, ça résiste plutôt bien. Bon, il y a l'Ether qui prend plus pour son grade que les autres. On a perdu pas mal de points cette semaine. Après, je rejoins l'analyse de Thibaut. Il y a quelque chose quand même de très intéressant, c'est les stablecoins qui continuent, eux, donc qui suivent les cours des dollars, de l'euro, de monter en termes d'adoption, qui continuent de monter aussi en termes de capitalisation. Et en fait, c'est un peu ce que veut faire Donald Trump, c'est-à-dire essayer d'affaiblir un peu le dollar pour essayer de faire un petit peu une dette un peu moins importante pour les États-Unis. Et de ce point de vue-là, les stablecoins, ça peut être une super porte d'entrée pour acheter de la dette américaine demain, puisqu'une partie des stablecoins sont adossés sur de la dette américaine à 3, 5, 10 ans. Donc finalement, ça peut être le cheval de Troie de la stratégie de Trump que de permettre à ces stablecoins d'acheter de la dette avec un dollar peut-être un peu moins fort. Donc ça va aussi être un marché très intéressant à regarder, qui bouge un peu moins que Bitcoin et consorts, mais c'est vrai qu'en tout cas, les actifs dits risqués sont plutôt bons, ils résistent. Faut dire qu'ils avaient un peu baissé avant quand même. Bitcoin, voilà, un petit peu avant le marché traditionnel. Là, c'est le marché traditionnel ces derniers jours qui a trinqué.
De toute manière, on est sur un marché qui est totalement en hypersensibilité. Peu importe l'actualité ou peu importe la rumeur, le marché crypto va bouger. Donc forcément, quand c'est des annonces comme ça bouge un petit peu plus que d'habitude. Mais on avait eu des points hauts en début d'année, donc on avait aussi un peu corrigé par rapport à ces points hauts. Donc c'est vrai qu'on avait déjà un peu corrigé, mais on partait aussi d'un peu plus haut. Oui, et il y a cette question de la dette américaine. Les Chinois et les Japonais sont les premiers détenteurs, mais on regardait tout à l'heure avec la rédaction de BFM Business, si vous cumulez la dette détenue par le Luxembourg et les îles Caïmans, vous arrivez à 800 milliards de dollars de dette américaine détenue par ces deux pays, Luxembourg et îles Caïmans. C'est plus que ce que détiennent les Chinois. Incroyable, okay, hein. Je savais pas. Ouais. On en parle d'ailleurs aussi dans BFM Bourse, cette autre émission consacrée à la finance traditionnelle et qu'on vous propose aussi chaque jour, en l'occurrence sur BFM Business. Alors justement, cette bataille commerciale que l'on vit, va-t-elle se transformer, pourquoi pas, en guerre financière, voire en guerre des devises? Et quel impact dans ce cas sur les cryptos? C'est l'objet de la question crypto qui claque, les amis. Chaque semaine, on pose cette question embarrassante à nos experts. Cette semaine, Valentin et Thibaut. Vous aussi d'ailleurs, vous pouvez participer, vous qui nous suivez sur d'autres fils XBFM Crypto. Valentin et Thibaut, êtes-vous prêts? Prêt. Voici la question crypto qui claque. Si donc la guerre commerciale se transforme en guerre des devises, le Bitcoin en sortira-t-il renforcé ou marginalisé? Je vous laisse à chacun un instant de réflexion et donc tous ceux qui nous suivent peuvent s'abonner à notre fil XBFM Crypto. Laissez-nous aussi vos arguments en commentaire, on rebondit dessus chaque semaine dans cet épisode en direct sur BFM Business. Thibaut, Valentin, qu'est-ce qui se passerait pour Bitcoin si on allait vers une guerre des devises? Il en sortirait renforcé ou marginalisé? Thibaut? Je pense qu'à long terme, il en sortirait renforcé. Valentin? Il sera renforcé, c'est certain. Quand il y a consensus, c'est mauvais signe. Il faut toujours combattre le consensus se trompe toujours. Là, il y a consensus. Pour vous, donc, le Bitcoin sortirait renforcé du guerre des devises. Interroger plus de monde alors. On va vous demander, Guillaume, ça va contrebalancer. Exactement. Pourquoi sortirait-il renforcé le Bitcoin d'une possible guerre des devises, Pierre Valentin? Parce que comme il est de plus en plus présent quand même dans certains États, c'était la théorie justement de Donald Trump en prenant Bitcoin dans les réserves stratégiques. C'est un objet géopolitique qui aujourd'hui balance un petit peu entre les différentes prises de position, que ça soit aujourd'hui sur ce que annonce Trump et rétorque la Chine, mais en tout cas c'est quelque chose qui a pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est fini, il n'aura pas plus de 21 millions d'unités, parce qu'il est de plus en plus présent dans les réserves fédérales, parce qu'il est de plus en plus présent dans la finance en général aussi, que ça va devenir un outil géopolitique qui du coup aura sa place et on ne pourra pas en imprimer davantage. C'est-à-dire que quand on va créer ce tourbillon dans les marchés financiers, qu'on a essayé de créer cette guerre économique entre les devises, et ben l'arme suprême à la fin des fins, ça sera l'impression monétaire. On ne l'aura pas sur Bitcoin et je pense qu'il aura à ce moment-là son mot à dire. Ouais, il y a d'autres arguments ou tout est dit là? Ouais, non, aligné avec ça, et c'est d'ailleurs des propos qui ont aussi été soutenus par des émetteurs de stablecoin, notamment par USDT et Paolo Ardoino qui défend un peu cette théorie, donc assez aligné avec ça. On va regarder vos réponses à vous tous donc, qui avez voté sur le fil XBFM Crypto. En cas de guerre des devises, le Bitcoin en sortirait-il marginalisé ou renforcé? On va regarder vos avis, vos réponses à vous tous. Vous êtes 74% à être d'accord avec Valentin et Thibaut, 74% à penser que le Bitcoin en sortirait renforcé. Alors vous le disiez, Valentin, que les stablecoins dollars pourraient servir justement de cheval de Troie au dollar dans cette guerre financière, peut-être guerre d'échange à venir. Est-ce qu'ici en Europe, l'euro numérique pourrait aussi servir de cheval de Troie, mais de l'euro en l'occurrence? La BCE a publié une note cette semaine dans ce contexte de guerre d'échange et l'un des membres de la BCE, il s'appelle Piero Cipollone, explique que l'euro numérique a un grand avenir et que l'euro du numérique face au stablecoin dollar peut apporter une défense à l'Europe. Alors, l'euro numérique de détail, pour qu'on devrait s'en servir au quotidien, je ne sais pas. Après, la présence de l'euro sur les marchés financiers décentralisés est inexistante. 98% des flux, 98% des volumes des stablecoins sont aujourd'hui faits en dollars. Et donc, si on a une paire qui s'affaiblit, parce que c'est la stratégie de Trump de vouloir affaiblir un peu le dollar, peut-être que ça serait le moment à l'euro, avec soit des émetteurs de stablecoins privés, soit avec un euro numérique quand il arrivera, de récupérer un petit peu cette part de marché et d'avoir cet outil de puissance économique à mettre sur la table. Maintenant, encore une fois, l'euro numérique, ça fait un long moment qu'on entend parler. Les tout premiers plateaux qu'on faisait il y a 3-4 ans, Guillaume, ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Vous avez grandi, ça me fait. Je suis fier, voilà. Enfin, on n'en sait pas beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Mais bon, effectivement, la date devrait s'avancer, en tout cas pour les banques. Après, pour le grand public, je ne sais pas si ça trouvera vraiment sa place, mais c'est un outil de pouvoir monétaire important. Il faut aller le chercher. Ouais. La place, en tout cas, de l'euro. Ouais.
la Est-ce finance. que l'euro numérique peut, dans un contexte de guerre d'échange, trouver une utilité, nous renforcer, nous, Européens, et face au stablecoin dollar également, Thibaut? Les stablecoins euros, peut-être, l'euro numérique, en l'état, c'est quasiment impossible à dire, puisque c'est tout l'objet du discours qui a été porté par la BCE, c'est que c'est un discours sur... En fait, c'est une promotion commerciale, il y a plein de termes qui ont été dit, mais ça reste très théorique. On n'a toujours pas de détails sur comment il va fonctionner, comment ils vont essayer de l'adopter, donc on ne sait pas ça va être quoi cet euro numérique. Donc en l'état, c'est hyper difficile à dire, et je pense qu'en se concentrant sur cet angle-là, on perd un peu de temps et on aurait davantage à se concentrer sur essayer de renforcer justement des stablecoins euros plutôt privés pour essayer de se positionner dans cette bataille. Ouais. Alors Thibaut, vous venez de Moselle, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, Valentin vient d'Angers. Surprenant de voir deux provinciaux la même semaine à Paris. Vous, en tout cas, pourquoi vous êtes venus à Paris l'un et l'autre là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici en plateau et pas en visio comme souvent d'ailleurs? Valentin, pourquoi vous êtes là? J'avais besoin de me rappeler ce que ça fait de payer 4 € un café sur une terrasse et d'être coincé dans les bouchons pour faire 1 kilomètre. Et effectivement, dans l'une des premières villes de France où il fait bon vivre, j'ai pas cette chance. Donc je me suis dit que j'allais voir un peu la lumière ici. Et sinon, c'est pas désagréable. Non, effectivement, Paris Blockchain Week nous a suffisamment mobilisés, bien sûr. C'est pour ça. Et vous aussi, Thibaut, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça. Ah, ben voilà. Il faut vraiment un grand événement pour vous faire venir, messieurs, à Paris. J'espère que vous finirez par aimer notre belle capitale. Mais c'est vrai que c'est dans cette tempête commerciale à l'échelle mondiale que l'on est en train de vivre que Paris est redevenu cette semaine la capitale des cryptos. La capitale mondiale, mesdames, messieurs. Eh oui, la Paris Blockchain Week a battu son plein cette semaine. C'est vraiment un rendez-vous important où les principaux acteurs mondiaux des cryptos se réunissent et se rencontrent ici, chez nous, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qui ressort de cette Paris Blockchain Week là? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous sentez l'adoption par les institutionnels des cryptos accélérée ou freinée dans le contexte de tempête mondiale qu'on connaît? Thibaut. Ouais, alors c'est sûr que c'est un très très gros événement qui s'est installé maintenant dans le paysage crypto. C'est le plus gros en Europe, qui concerne pas non plus tout le secteur crypto, hein. Il y a certains secteurs qui sont moins représentés, mais là on a vraiment la dimension corporate et business, et d'ailleurs il y a une vraie dissonance entre ce qu'on peut voir un peu sur les marchés, sur les sentiments côté retail, où on voit beaucoup d'incertitudes, où on voit beaucoup de gens découragés, et là pour le coup pour cette semaine, au contraire, beaucoup de choses positives, beaucoup d'activités, beaucoup d'acteurs présents, une grande diversité. Je pense que c'est la première année où on voit autant d'acteurs traditionnels. J'ai pas fait un événement sans voir des acteurs bancaires qui étaient autour de la table. On a vu aussi le gouvernement prendre part à beaucoup de décisions. Donc il y a effectivement une institutionnalisation qui est en train de se faire en coulisses. Ça se confirme. Maintenant, on attend le concret, puisqu'on arrive au bout. On a des promesses qui commencent à être faites. Donc maintenant, il va falloir voir comment ça va être délivré. Mais effectivement, en coulisses, ça s'active, et c'était assez intéressant de voir ce qui s'est passé cette semaine. Ça valait le coup de venir à Paris alors, Valentin? Oui, je rejoins ce que dit Thibaut, effectivement beaucoup d'émulsions, un intérêt qui grandit parce qu'il y a des éditions qui étaient un peu plus faiblardes, que ce soit en termes de fréquentation ou en termes de personnes de profils sur place. Là, je trouve qu'on retrouve un intérêt. Effectivement, à plusieurs reprises, on a pu croiser des ministres dans les allées de la Paris Blockchain Week, ou même dans des événements connexes. On a pu organiser avec Cube3 et la Société Générale et Forge et l'ADAN notamment un super événement où le ministre de l'économie est venu ouvrir devant 500 personnes entre la finance traditionnelle et la finance Web3. Donc cette convergence commence à s'incarner un petit peu, ou en tout cas on a de moins en moins de gens frileux, et c'est commence à être plus difficile d'être de celui du côté des sceptiques que du côté de ceux qui veulent faire aujourd'hui. Il y a la tendance inverse. Et justement, cette semaine, il y a eu des annonces de la Banque publique d'investissement, BPI, du gouvernement aussi pour, je ne sais pas si c'est le terme rassuré qu'il faut utiliser à propos des entrepreneurs crypto, mais voilà, les nourrir dans cette idée que la France reste une terre d'avenir pour l'écosystème. Valentin? Oui, tout à fait. C'est des annonces qui ont été faites par Arnaud Codou et Yvan Delatour pour BPI, 250-300 millions d'investissements d'ici 2029. Et ce qui est à souligner, c'est surtout la création d'un fonds en token, 25 millions d'euros qui doivent être injectés dans les 3-4 prochaines années pour soutenir des projets, non pas en equity, ce qu'on sait faire depuis des années, ce que BPI fait très bien, c'est-à-dire contre des parts d'une société, mais contre des cryptos, contre des tokens, en comprenant donc que la valeur n'était pas toujours créée dans l'equity, mais aussi on-chain, aussi dans la blockchain. Et donc, c'est les tokens qui capturent cette valeur crypto-monétaire. Et donc, c'est un super fonds de 25 millions d'euros qui devrait être injecté dans les 3-4 prochaines années pour soutenir des projets de l'écosystème et donc faire barrage à l'attractivité américaine. Et c'est plutôt aligné effectivement avec les envies du gouvernement. On est toujours un peu bloqué par l'autorité des marchés financiers qui n'accorde pas encore trop vite au goût des plateformes, en tout cas les autorisations, alors que ça se fait à la BaFin en Allemagne ou à Malte ou ailleurs. Mais je pense que quand tout ça va se débloquer, on aura plus d'envie à faire les choses en France, encore plus.
Les pros des cryptos, c'est chaque semaine 25 minutes pour résumer l'actu crypto de la semaine. C'est votre machine à condenser le temps. Valentin et Thibaut, est-ce que vous êtes pour plus de justice ? Ça semble évident. Bon. Donc vous êtes contre ce qui a été décidé aux États-Unis. Le département de la justice aux États-Unis va manifestement perdre son unité spéciale consacrée à l'écosystème crypto. Donc peut-être moins d'enquêtes à venir sur l'écosystème crypto. Valentin ? Je ne sais pas si la justice, c'est justement d'avoir retiré ou de l'avoir mis à l'époque de Biden. J'avoue, la question était un peu biaisée. C'est peut-être un excès de zèle qui est en train d'être corrigé par Trump. Alors après, c'est des mouvements de balancier permanents. Bon, ce qui se passe effectivement, c'est que l'administration Trump semble dire qu'il n'y avait pas besoin de créer cette unité supplémentaire et que c'est la SEC qui doit reprendre un petit peu l'ascendance sur ces décisions, à voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a clairement une dérégulation progressive aux États-Unis, ou en tout cas, Biden était un peu contre les actifs numériques. Là, Trump l'est totalement. C'est une promesse de campagne qu'il est en train de réaliser. Est-ce que ça va suffisamment draguer les entrepreneurs ? Oui, il y a beaucoup de gens qui partent côté US pour ce genre de nouvelles. C'est pour ça que quand le gouvernement commence à appuyer, que BPI met un peu d'argent, que les agréments vont bientôt tomber, ça va redonner un peu d'attractivité. Maintenant, je pense qu'encore une fois, c'est un mouvement de balancier qui était extrême un petit peu avec Biden, qui redevient extrême avec Trump. On trouvera un juste milieu prochainement. Bon, la SEC continuera d'enquêter sur les trucs problématiques. Oui, effectivement. La vie des cryptos aux États-Unis qui reste extrêmement passionnante à suivre, qu'on regarde de très près. Et puis, alors, attendez juste un instant. Là. Chris, notre réalisateur, a une question pour vous, messieurs. Vas-y, Chris. Et bonjour les pros. J'ai une question à propos des States. J'ai aussi vu que l'auto-détention de crypto va peut-être devenir plus facile sur des wallets, par exemple. Est-ce que c'est important ? Est-ce que la self-custody sera facilitée aux États-Unis, moins visée par les autorités américaines, messieurs ? Il a lu ça, Chris ? Vous l'avez lu aussi ? Ouais, c'est une news qui est passée un peu inaperçue parce que peut-être un petit peu moins glamour ou un petit peu moins sensationnel, mais qui en réalité, dans le fond, est hyper symbolique et hyper intéressante. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire sur la justice, où en fait, dans un contexte où il y avait un peu de cadre sur certains sujets aux États-Unis, l'administration partait du principe qui devait contrôler un petit peu tout, et notamment on avait ce sujet où on a eu pas mal de polémiques autour de certains outils où on s'est mis à contrôler et à sanctionner ceux qui fabriquaient l'outil plutôt que les usagers ou les usages qui en étaient faits. Et donc ça va évoluer. Le self-custody ne sera plus vu comme de fait quelque chose de négatif ou quelque chose de frauduleux ou quelque chose de soupçonné. On va plutôt se concentrer sur les usages, sur ce qui est fait, sur les actions. On va reconcentrer un petit peu les actions à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt un très bon signal. Ça montre aussi une compréhension du sujet qui est en train de s'accentuer. Après, ça rentre dans le cadre de la dérégulation, c'est-à-dire que là, on fait 2 pas en arrière pour en refaire un plus tard en avant, mais le faire un petit peu plus correctement en fonction de la réalité du terrain. Oui, le self-custody, donc quand on détient des cryptos à travers des wallets par exemple. Ceci dit, comme de plus en plus de gens ces dernières années se sont mis à investir en crypto, on imagine que proportionnellement, ça concerne peut-être moins de monde qu'il y a 10 ans. Les pionniers en crypto, ils allaient sur les wallets. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs le font via des ETF ou des plateformes, ou je me trompe là-dessus. Alors, j'ai pas de chiffres pour appuyer, mais les deux, je sais pas si Valentin, tu en as, mais les deux augmentent en parallèle, c'est-à-dire que plus en fait on va avoir d'adoption à travers divers véhicules, les ETF ou autres, à travers des plateformes qui ont des expériences qui sont de plus en plus friendly, plus on va onboarder de gens dans l'écosystème crypto. La réalité, c'est qu'effectivement aujourd'hui la porte d'entrée, elle se fait généralement à travers des véhicules qui sont centralisés. C'est assez rare qu'on rentre dans la crypto par l'univers décentralisé. Par contre, à partir du moment où on rentre dans cet univers-là, on va avoir une partie de ces acteurs-là qui va commencer à aller plus loin, qui va commencer à maîtriser un peu plus l'outil et qui va vouloir voler de ses propres ailes. Et donc, par écho, on va faire grandir proportionnellement le nombre de gens qui évoluent dans l'univers décentralisé. Donc si ça fait sens, on a aussi le côté institutionnel qui comprend aussi davantage le fait les avantages du self-custody. Donc non, c'est plutôt un bon signal, et l'un n'empêche pas l'autre. Finalement, c'est même plutôt complémentaire. D'accord, Valentin, là-dessus. Tout à fait d'accord. Et effectivement, c'était potentiellement absurde de vouloir systématiser le fait que quelqu'un qui gardait des cryptoactifs chez lui était un petit peu un délinquant. C'est comme si on allait dire à quelqu'un qui avait ses lingots d'or dans son coffre qui veut acheter de la drogue avec. Ou des billets dans son portefeuille, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est le mouvement de balance. Tiens, les mineurs de Bitcoin, comment est-ce qu'ils ont vécu la récente chute des cours l'un et l'autre ? C'est une question qu'on peut se poser aussi, Thibaut. C'est dur là pour les mineurs. Je voyais, le hash rate augmente.
Le hash rate augmente. J'ai pas eu l'occasion de discuter récemment avec des mineurs, mais globalement, si on regarde un peu en fond, il y a quand même cette institutionnalisation, elle est aussi très orientée sur le minage. On voit une professionnalisation de ce secteur qui est en train de s'accentuer. On voit de plus en plus de pays qui comprennent qu'il y a des enjeux aussi géopolitiques autour du mineur. C'est en train aussi d'ailleurs de bouger en France et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer un jour sur ce plateau dans les prochains mois. On voit dans le Golfe où il y a beaucoup d'infrastructures qui est déployées sur ces sujets. Donc même si à court terme, effectivement, il peut y avoir des temps un peu plus durs pour les mineurs, je ne m'inquiète vraiment pas pour cette industrie sur le moyen long terme. Valentin, dans quelques jours, c'est ça, vous ferez grand animateur. Non, je plaisante, mais voilà, vous allez organiser un événement avec Cube 3, c'est toujours intéressant parce que ça fait partie comme ça de ces jalons qui occupent l'année et qui apportent des repères à ceux qui investissent et à ceux qui veulent faire des cryptos aussi, une partie de leur entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous allez organiser là? Expliquez-nous. On organise l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, cérémonie de sélection des startups tech Web3 le 14 mai, effectivement. Et les personnes qui sont entrepreneurs et qui veulent postuler ont jusqu'au 30 avril pour le faire. On est en train de construire un cube physique de 25 mètres carrés d'écran, 5 mètres au sol, 5 mètres sur les côtés. Et on va enfermer 25 entrepreneurs à l'intérieur. C'est Las Vegas. C'est Las Vegas. C'est la même technologie que la sphère de Las Vegas, d'ailleurs. Parce que c'est des écrans ultra 4K à l'intérieur. Et vous allez enfermer des gens dedans? On va enfermer des gens dedans et on va leur faire passer 5 séquences. C'est un Squid Game entrepreneurial pour tester leur capacité à résister au stress, à convaincre, leur culture générale. En fait, tout ce qui fait un bon entrepreneur. Parce que dans ces milieux très jeunes, dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt l'entrepreneur qui va réussir à porter le projet loin que la bonne idée une bonne exécution vaut mieux qu'une bonne idée. Et donc, c'est ce qu'on va challenger sur ce format-là. Et dans le jury, il y aura des gens que vous connaissez, que vous adorez ici. Éric Larchevêque, notamment, a cofondé Ledger. Et on travaille avec des très belles marques, AAV, la région Pays de la Loire, Coinhouse, qui vont nous accompagner, puisque du coup, il y aura 5 séquences. Et à la fin, il n'en restera qu'un qui gagnera des centaines de milliers d'euros de financement. Et ensuite, pourront intégrer Cube 3 les meilleurs. C'est jusqu'au 30 avril. D'accord. Et dans Koh-Lanta, pour se nourrir, on peut aller chercher des choses dans le cube. Là, comment on fait pour se nourrir? Vous nourrirez les gens quand même ou pas? On pourra boire? Non, c'est un tournage qui dure une journée. Mais voilà, bien évidemment, on relâchera tout le monde et il n'y aura aucun mort, je vous en fais la promesse. Thibaut, vous seriez prêt à tenter l'aventure? Pourquoi pas vous laisser enfermer comme ça dans un cube pendant 24 heures? Je ne suis pas sûr d'être la cible pour le coup, mais par contre, j'irai volontiers assister à cette expérimentation. Ce sera un sacré spectacle. Bon, rendez-vous le 14 mai, c'est ça, Valentin? Tout à fait. Ce sera où? À Angers. Où ça? Dans la deuxième ville de France, le fait bon vivre. Eh oui, Angers, ça vit. Après Biarritz désormais. Valentin, merci beaucoup et merci beaucoup à vous aussi. Thibaut Boutroux, Thibaut pour Meria et Valentin Demey pour Cube 3. Donc, les pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.